Chers équitants, bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement équestre. Ici, nous partageons une vision holistique de l'équitation, c'est-à-dire dans une approche globale, systémique, considérant les relations de cause à effet entre système humain et système équin dans une même collaboration. Je m'appelle Romain Bamaison, j'ai été cavalier professionnel de saut d'obstacles et j'ai eu la chance d'apprendre auprès de grands maîtres de l'équitation. Aujourd'hui, enseignant, coach et sophrologue, je pratique une méthode mêlant conscience et performance, maîtrise technique et maîtrise de soi, en reliant technique équestre académique et exercices de sophrologie pour développer un équilibre entre le corps, le mental, les émotions et la technique équestre, au service d'une équitation harmonieuse, légère, en fonctionnement avec le mouvement. J'organise des stages pour les cavaliers et forme des enseignants à la méthode. J'en suis persuadé, emprunter ce chemin est une source de joie et de bien-être, tant pour les chevaux que pour les cavaliers. Retrouvez toutes les informations sur mon site romainbamaison.fr, ainsi que mon livre Équitation consciente aux éditions Vigo. Très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Équitation consciente, un épisode qui va faire la suite d'un autre. On va parler de l'enseignement psychocorporel de l'équitation avec Véronique Bartin. Et cet épisode, il fait suite à un premier épisode qu'on avait fait il y a un mois à propos de l'approche psychocorporelle de l'équitation. Et comme on avait beaucoup parlé de la posture de l'enseignant dans cet épisode, eh bien on s'est dit qu'on allait faire un sujet entièrement sur cette posture d'enseignant. Salut Véro. Bonjour Romain, Bon, ça c'est cool de va? t'avoir de nouveau sur le podcast. Ça va et toi? Ça va, merci. Avant qu'on se lance, qu'est-ce que tu as envie de dire sur cet épisode? Donc, je disais que ça faisait la suite du dernier. Oui, que l'enseignement de l'équitation en 2025 s'est quand même modernisé depuis les temps anciens de la pédagogie militaire et que là, on est plus avec l'équitation Alexander dans une approche globale, voire holistique de la personne et donc en respectant l'aspect psychocorporel du cavalier qui avant tout est une personne qu'on essaye de faire évoluer déjà à pied sans le cheval, pour qu'une fois qu'elle est à cheval, ce soit plus agréable pour elle, mais aussi pour le cheval. L'idée, c'est Ouais. d'améliorer la connexion cheval-cavalier par cette approche psychocorporelle. Donc, la connexion du corps et de l'esprit, la connexion à soi pour la connexion au cheval. Oui, on se rend compte que nos pensées ont énormément d'impact sur nos corps et énormément d'impact sur nos chevaux. Une simple pensée que l'on modifie a une répercussion immédiate sur la réaction de notre cheval. Donc, plus on va être conscient de la manière de penser et de bouger, va avoir forcément un impact positif sur le cheval. Et oui, tout est lié, ouais. Ce qui se passe dans notre tête influe sur notre corps et notre corps influe sur le cheval. Les infos du cheval ressenties par notre corps influent sur notre tête. C'est une boucle, c'est systémique, quoi. Oui, tout à fait. Mais on Ben n'en oui, avait pas pris conscience avant, en fait. C'est vraiment quelque chose d'important, là, de prendre conscience de tout ça, parce que c'est ce qui va aussi préserver la relation entre le cheval et l'humain. oui, je te rejoins. Et puis peut-être plus largement aussi préserver dans le futur notre sport et puis entretenir cette vision éthique qu'on peut avoir de l'équitation aussi. Oui, tout à fait. Alors, bah, dans l'équitation sophrologique, on parle aussi de de cette approche holistique, comme tu le dis bien. Maintenant, pour faire le focus sur l'enseignant, comment il se redéfinit le rôle de l'enseignant en 2025? C'est quoi qui change concrètement dans sa posture? Bah, déjà, l'enseignant idéal, on va dire, c'est l'enseignant qui est conscient de son discours et de sa posture mentale et corporelle, et voire émotionnelle. Avant, l'enseignant d'équitation, il enseignait que l'équitation. Alors, c'était des hommes de chevaux ou des femmes de chevaux, mais il n'y avait pas trop cet aspect connaissance du cavalier
C'était plus de connaissance du cheval que du cavalier. Aujourd'hui, l'enseignant d'équitation, il doit avoir une belle connaissance du cheval, c'est ce qui manque parfois, mais aussi complété par une belle connaissance de l'humain, donc de lui-même. Pour moi, un bon enseignant, c'est quelqu'un qui se remet en question, se pose des questions et qui, par le fait de se poser des questions, va faire évoluer sa pédagogie et donc sa relation à ses élèves. Oui. Ouais, Et je te donc, rejoins. oui, Je parle souvent de métacognition, cette capacité à se voir penser, ressentir, agir. Et comme tu le dis, il faut être un homme de cheval ou une femme de cheval et en même temps un homme d'humain ou une femme d'humain maintenant oui, aujourd'hui. oui, c'est ça, oui. C'est vrai qu'on peut pas espérer avoir cet œil un peu aiguisé et cette empathie pour comprendre l'autre dans ce qu'on observe si déjà on n'est pas capable de l'identifier chez soi et de s'observer soi. D'ailleurs, moi, je vois l'évolution, comme on fait de la formation pour enseignants en équitation Alexander. Là, par exemple, on a un groupe d'enseignants là qui va démarrer à l'automne. Et bien, en fait, tous leur demande, c'est pouvoir aider mieux leurs élèves, mais aussi s'aider eux-mêmes, en fait. Hein. Donc ça a évolué. Ça, avant, on était vraiment dans le droit au but, qui était de faire de la performance ou trotter enlevé, galoper assis, des choses très techniques de base. Mais il n'y avait pas du tout cette dimension psychocorporelle dans leur esprit. Alors que là, maintenant, ils sont vraiment demandeurs de ça. Ouais. Mais je pense que J'ai les bien clients sont demandeurs de ça aussi. On ne peut plus parler aujourd'hui et enseigner comme on enseignait il y a 10, 15, 20, 40 ans. Ouais, je te rejoins. Et j'ai le même constat que toi, bah, avec la première promo l'année dernière, là, des enseignants équitation sophrologique, ils avaient besoin aussi de gagner en alignement et puis de se questionner sur leur pratique, pourquoi ils le font, comment ils peuvent le faire de manière alignée avec ce en quoi ils croient, avec la manière dont ils ont envie de collaborer avec les chevaux et les humains. Souvent, il y a un besoin de ramener de la conscience, de la compréhension, de l'harmonie. Et c'est vrai que souvent, quand on va sur cette approche psychocorporelle, les enseignants, ça les bouge aussi dans leur philosophie de vie et le regard qu'ils portent sur le monde, sur leur activité, sur les interactions avec des clients, avec des élèves. Tout à fait. On ouvre un peu la boîte de Pandore, si on peut dire. Oui, oui, oui. Mais bon, c'est sympa de voir cette évolution des mentalités des enseignants. Je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Après, il y a forcément des enseignants que ça n'intéresse pas, mais ils ont aussi intérêt, tous ces enseignants, à se former parce que ils vont sinon vite s'user. Les formations là qu'ils font, ça les nourrit. Oui, Donc ça les nourrit d'abord en premier, puis après ça nourrit leurs élèves. Donc on va dire, c'est gagnant-gagnant de se former. exact. Après, il faut prendre le temps, il faut avoir les moyens. Enfin, c'est un choix. Après, Oui, tout à fait. Et ce que j'ai remarqué aussi pour les enseignants qui sont venus se former, par exemple, là, à l'équitation sophrologique, c'est que ils ont repris le goût aussi de monter à cheval. Ils ont repris le goût d'enseigner. Par exemple, l'année dernière, il y avait deux enseignantes qui avaient délégué l'enseignement et en découvrant des outils psychocorporels, comme peuvent le proposer l'équitation Alexander ou la sophrologie, ils ont eu à nouveau envie d'enseigner, à nouveau envie de monter à cheval parce que finalement, ils avaient des clés pour avoir un regard plus ouvert, plus systémique sur l'équitation. J'ai oui, oui, remarqué que du coup, ça redonnait un élan de passion presque pour enseigner différemment et servir concrètement et professionnellement cette harmonie qu'ils ont envie de trouver avec les chevaux et du coup avec leurs élèves. oui, oui, tout à fait. Oui, Et j'ai l'impression, quand on parle du nouveau rôle de l'enseignant, que aussi aujourd'hui, on cherche, voire on doit remettre l'élève au centre de son processus d'apprentissage. Être moins dans le donneur d'ordre, dans la tyrannie qu'on a pu connaître parfois de certains enseignants dans le passé, et oui. plus dans ce rôle d'accompagnant où l'élève est au centre, il est dans l'auto-analyse, dans le questionnement. Est-ce que ouais, comment ça te parle, ça, toi, cette nouvelle posture? Bah, disons que oui, l'enseignement, il est moins vertical. Avant, il y avait l'élève et le professeur,
l'enseignant. Aujourd'hui, oui, c'est plus horizontal. En fait, on personnalise plus notre pédagogie. Et en fonction de, même si c'est dans un cours collectif, un bon enseignant aujourd'hui, c'est quelqu'un qui donne un cours à 8 personnes en même temps, mais qui sait personnaliser pour chacun des 8. Alors qu'avant, on faisait de la masse et c'est ça qui usait beaucoup les enseignants et qui faisait qu'il y a beaucoup d'enseignants qui arrêtaient d'enseigner au bout de 3 ou 5 ans. Alors que là, je pense que le client, enfin l'élève est mieux nourri, mais ça nourrit en même temps l'enseignant. Donc c'est positif. Après, je pense que la manière aussi d'enseigner tout le travail à pied avant de monter à cheval va économiser déjà la cavalerie et puis va aider l'élève cavalier à prendre plus vite conscience de comment il fait les choses Mm. et il va progresser plus vite. Alors qu'en fait, on mettait toujours le cavalier à cheval dès la première leçon. Et il fallait qu'il se débrouille avec son schéma corporel habituel, avec ce qu'il interprétait de ce qu'on lui demandait, avec ce qu'il entendait qu'il devait faire, avec le cheval qu'il avait à ce moment-là. Et ça créait déjà beaucoup trop de tension avant même d'apprendre un geste juste. Et le fait de faire ce travail à pied de prise de conscience corporelle, ça aide quand même à y voir plus clair et à nettoyer un petit peu toutes les habitudes qui sont néfastes pour le fonctionnement du couple. Ouais, je te rejoins, oui. C'est double effet qui se coule, ça économise aussi les chevaux. Et puis ensuite, quand ils sont à cheval et que l'enseignant il est capable, comme tu le dis, de personnaliser dans un groupe son enseignement, et c'est aussi d'une certaine manière une possibilité de s'adapter à chaque cheval par rapport à chaque cavalier. Et avec les techniques psychocorporelles qui sous-tendent aussi des techniques d'écoute active, une posture où on fait réfléchir les cavaliers, ça permet aussi petit à petit de développer de l'autonomie et qu'ils puissent s'observer, analyser leurs ressentis, ce qui se passe dans leur tête en temps réel, et s'adapter à leur cheval. C'est vrai il y a aussi cette dimension à chaque fois quand on a plusieurs personnes en cours, il y a un humain différent, puis le cheval qui réagit à son humain. Donc, si on fait de la masse, on s'intéresse aussi moins aux chevaux et on les préserve moins. Oui, tout à fait. Euh, Tu parlais d'exercices psychocorporels à pied, prendre conscience de son schéma corporel. Comment tu connectes ça à l'équitation, toi? Comment tu les prépares, les cavaliers à pied? Est-ce qu'on pourrait conseiller comme exercice, quelques exercices à pied pour préparer les cavaliers à se mettre à cheval? Ben, en fait, quand j'ai commencé à réfléchir à comment j'allais transposer la technique Alexander à l'équitation, ce qui est devenu l'équitation Alexander, je me suis dit, il faut que je fasse une pédagogie simple pour tous les niveaux de cavaliers et qui permettent aux cavaliers, qui soient ou pas au trot ou au plein galop dans la forêt, de, de pouvoir utiliser rapidement quelques repères psychomoteurs, en fait. Et donc, je suis partie en point de départ sur 3 fondamentaux, parce qu'en équitation traditionnelle, on a 3 fondamentaux, s'équilibrer, avancer et tourner. Et je me suis dit, ben, je vais créer 3 fondamentaux d'équitation Alexander qui vont être des repères et que quand on les met bien en application, eh bien, on a un bon fonctionnement à cheval. Et donc, notre porte d'entrée, c'est le corporel, mais on sait très bien que le corporel n'est pas tout seul comme ça sur orbite, il est relié à notre mental. Et donc, quand on applique ces 3 fondamentaux, on est aussi plus sûr de nous et plus en sécurité au milieu du cheval. Donc, le premier fondamental, c'est le triangle d'or. C'est les 3 points d'assise, les 2 ischions et l'entrejambe, quelle que soit la discipline, hein, que ce soit obstacle, dressage, western, peu importe. Quand on a cette base, c'est ce qu'on appelait l'assiette autrefois, mais plus verticalisée qu'avant. Avant, on était assis plus sur un triangle arrière. On avait l'arrière des 2 ischions et le coccyx. Aujourd'hui, on est un peu plus verticalisé grâce à ces 3 points. Et là, à ce moment-là, les jambes peuvent vraiment descendre et le buste peut se redresser naturellement puisqu'il est posé sur les 3 points ischio entre jambes. Et ça, qu'on soit débutant ou cavalier confirmé, on a des fois tendance à être trop en avant, trop en arrière ou trop penché d'un côté ou le bassin twisté. Donc ça, c'est le premier point, le triangle d'or. Ensuite, je suis remontée le long de la colonne, puisque en Alexander, on
parle beaucoup de l'équilibre de la tête et j'ai parlé du fil d'argent. C'est l'équilibre de la colonne avec la tête comme point on équilibre le point le plus haut. Et quand on a un bon fil d'argent, on maîtrise notre regard, on maîtrise notre équilibre et on a un meilleur balancier. On perd moins l'équilibre latéral quand on est penché ou dans une courbe. Et du coup, c'est très intéressant par rapport au regard, notamment pour les cavaliers d'extérieur ou d'obstacles. Et puis le troisième principe de base, le troisième fondamental, c'est ce que j'ai appelé le fil d'aplomb. C'est l'équilibre entre la tête, les hanches et les pieds. C'est de la verticalité, donc c'est beaucoup sur être en équilibre au-dessus de ses pieds. Et donc ces trois parties du corps, tête, hanches et pieds, c'est sur la globalité du corps. Et là, à ce moment-là, eh bien, on a beaucoup de stabilité, d'équilibre et on est plus symétrique. Donc sur ces trois fondamentaux, on cherche à toujours tourner autour de ça. Et selon les gens, on va travailler plus sur le triangle d'or ou plus sur le fil d'aplomb. Voilà. Et ça, c'est quel que soit le niveau. Et pour l'enseignement, c'est beaucoup plus facile pour l'enseignant aussi. C'est beaucoup plus facile parce que si moi, on me dit, bah, il faut que tu travailles plus ton triangle d'or, bah, je peux être beaucoup plus autonome et indépendant dans ma reprise et revenir à mes sensations pendant que le moniteur s'occupe de quelqu'un d'autre. Donc, ce qu'on entend aussi dans ce que tu partages là, c'est que quand on veut aller vers un enseignement plus psychocorporel de l'équitation, on crée des images, on crée des concepts, des métaphores fortes pour que notre esprit puisse tout de suite, à partir d'un mot, d'un concept, d'une image, comme le triangle d'or par exemple, déclencher tout un tas de ressentis, d'ajustements de posture, de reconnexion à ce schéma corporel par rapport au cheval. Donc on voit bien ce lien corps-esprit. Des images, des repères de l'esprit qui sont très connectés au corps et à la technique. Oui, et après, au-delà de juste la posture du cavalier, ça a un impact sur la posture et la locomotion et l'attitude du cheval. Ouais. Quelqu'un qui est bien en équilibre sur ses pieds et sur son triangle d'or, eh bien, a priori, et puis qu'après tout le matériel va bien avec, a priori, le cheval aura un meilleur mouvement, dans sa biomécanique, ce sera plus juste. Donc, par rapport à l'optimisation du mouvement du cheval, ces trois fondamentaux ont leur importance. Bah oui, oui, complètement. Moi, je travaille en équitation sophrologique, on travaille beaucoup sur le lien entre l'usage respiratoire, la juste maîtrise de la tonicité musculaire et la disponibilité articulaire. Ça va être les trois fondamentaux. Mhm. Et puis aussi des images qu'on peut mettre. Moi, j'utilise par exemple le fil céleste, donc cette image d'un ange sur un Pégase dans le ciel qui nous tire depuis le sommet du crâne. Je dis Oui. souvent aussi de mettre le cerveau dans les pieds pour placer le bas de jambe qui est aussi qui induit pas mal le reste de la posture. Et c'est vrai qu'à force d'entraîner l'esprit finalement à ces liens, on peut de plus en plus rapidement avoir des modifications dans le corps. Et bon, évidemment, comme tu le dis, hein, tout de suite, on voit chez le cheval la réponse. Avec la respiration, par exemple, c'est dingue. Avec un relâchement musculaire, c'est dingue aussi. Donc finalement, on gagne en subtilité en créant ces liens corps-esprit. On gagne en Beaucoup plus subtilité et fin. aussi en solidité finalement, parce que c'est pas facile de monter à cheval parce que le cheval il est tout le temps en mouvement et on n'est pas habitué. Quand on fait du vélo, c'est nous qui créons le mouvement. Quand on est en voiture, c'est quand même nous qui accélérons ou qui freinons. Ouais. Là, parfois, le cheval a son propre mouvement et donc la difficulté, c'est que est-ce qu'on est capable de suivre ce mouvement, même si c'est nous qui lui indiquons de passer au trot ou au galop, mais parfois on peut subir un mouvement. Et si nous, dans notre propre corps, on n'est pas en dynamique, Ouais. à ce moment-là, on est plus un obstacle pour le cheval et un paquet plutôt que d'être avec et non contre, malgré nous en fait. Exact, oui. D'être cohérent. Souvent, il y a un enjeu, notamment dans les transitions, d'être avec la nouvelle allure qu'on vient de demander et de pas être en retard ou en résistance par rapport à l'allure qu'on vient d'avoir et qu'on a demandé. C'est ça. Et Ouais. en fait, souvent,
grâce à ces fondamentaux de base, ça simplifie beaucoup la pédagogie et la compréhension du cavalier. Parce que finalement, souvent, les cavaliers, ils compliquent trop les choses. Ils sont trop dans leur mental et ils compliquent. Alors que les choses, l'équitation, c'est très simple finalement, mais parce qu'on a des habitudes, des sensations fausses, parce qu'on est souvent droit au but, on veut tellement bien faire que du coup on se contracte et ça bloque le bon fonctionnement de ces fondamentaux. Et du coup, ça bloque le bon fonctionnement du cheval en dessous, quoi. Oui, on a tendance à ajouter des tensions sur des déséquilibres, et puis bah, c'est un peu la surenchère et des tensions, mais pas du fonctionnement, qui lui, au contraire, diminue. Oui, parce Et que c'est vrai qu'avec avec ces images, avec ces métaphores, et puis en affinant aussi la proprioception qu'on a de notre corps, petit à petit, on peut vraiment aller vers ce que j'appelle la neutralité. Cette capacité d'abord, avant de demander ou d'améliorer les allures du cheval, d'être déjà juste avec, bien lié, en synchronicité avec l'allure du cheval au naturel. Moi, je trouve que ça part de là. oui, oui, tout à fait. Mais l'esprit humain, dans notre éducation, on nous a toujours appris à faire des efforts, à s'appliquer, à être concentré, à faire des efforts. Même dans notre vie d'adulte, il faut toujours faire des efforts pour Oui, que notre entreprise fonctionne bien, que notre travail soit bien fait, améliorer nos relations. Enfin, on est tout le temps dans l'effort, en fait. Et à cheval, ça nous coûte cher d'être dans cet effort parce que du coup, ça entrave notre relation au cheval et ça fait que souvent, on en fait trop. Et qu'en faisant moins, mais en étant quand même dans un équilibre de base juste, eh ben en faisant moins, ça gêne moins le cheval. exact. Et ça, l'idée de notre enseignement, d'essayer d'en faire qu'est-ce que je peux faire de moins pour que ça aille mieux. Et souvent, on se pose plutôt la question, qu'est-ce que je peux faire de plus pour que ça aille mieux? Oui, Et on fait les choses à la place du cheval, mais finalement, c'est une erreur. On devrait exact, oui. plus laisser le cheval s'exprimer. Bon, après, ça dépend du niveau de chacun, bien sûr. Mais... Oui, tout à fait. Et j'utilise souvent la métaphore du bateau voilier, de se dire qu'en fait, les aides du cavalier et sa posture corporelle, son fonctionnement à cheval, ont le rôle de valoriser l'énergie du moment qui est proposée par le cheval, un peu comme un voilier qui oriente ses voiles avec le vent du moment pour cheminer. Idéalement, le cavalier, voilà, il est capable de valoriser ce que lui propose le cheval en orientant son corps et son esprit Oui, pour valoriser un trop plein d'énergie, pour valoriser trop de lenteur au début. Et en fait, ça demande, oui, d'être beaucoup dans l'instant et puis de lâcher prise par rapport à nos attentes préétablies, comme tu le dis, euh, de faire des efforts, d'aller droit au but, comme tu le dis bien, que ça corresponde tout de suite à ça, comme on se l'imaginait. C'est vrai que avec les chevaux, on doit faire preuve d'un peu plus de flexibilité et d'adaptabilité. oui. Et Maintenant, si l'enseignant on... doit faire preuve Oui, d'adaptabilité aussi. oui. Donc, Justement, selon la manière dont il a appris à monter à cheval et du coup à enseigner, ça va forcément avoir un impact sur ses élèves. Et notre démarche en équitation Alexander, c'est de l'essayer qu'ils changent un petit peu leur manière d'être et leur manière de monter à cheval pour qu'ils puissent le transmettre d'une manière plus juste et plus moderne, en fait. Ouais, prendre du recul sur ses propres fonctionnements. C'est comme un parent avec un enfant. Bon, ben, si on n'a pas fait cette démarche de réflexivité, on va avoir tendance à répéter beaucoup l'éducation qu'on a subie ou qu'on a eue. À cheval, c'est pareil. C'est Si on vrai. prend pas ce temps de recul, d'avoir de nouvelles manières, et si on n'a pas compris ce qui s'est passé pour nous, on a peu de chances de pouvoir être vraiment acteur et de choisir notre posture. Donc, ouais, il y a vraiment cette démarche réflexive, quoi. Ouais. On a beaucoup parlé du corps avec triangle d'or, fil d'argent, fil d'aplomb, moi le fil céleste, la respiration, les aides subtiles. On a parlé de schéma corporel, conscience musculaire, conscience articulaire, s'utiliser. Maintenant, si on a envie de parler un peu plus du rapport aux émotions, du point de vue de l'enseignant. Aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu pour l'enseignant par rapport aux émotions du cavalier et puis dans l'effet miroir du cheval. Ben, c'est aussi ça dans notre formation, il y a une partie justement gestion des émotions. Et quand on est un peu plus conscient que là, maintenant, j'ai une émotion positive, négative, mais bon, une émotion, peu importe après laquelle, on sait que ça, si je sais que j'ai des émotions et que je peux les accepter ou les accueillir,
je vais moins charger mon élève en émotions, on va dire, parasites. Un bon coach, c'est quelqu'un qui accompagne, c'est un accompagnant. Il y a un moment, on fait de la technique, il y a un moment, on accompagne. Mais c'est surtout quelqu'un qui transmet pas ses peurs ou ses doutes sur son élève. Et ça, on peut y arriver que si en amont de ça, on a pris conscience qu'on avait des émotions et que quand je suis énervée sur mon cheval, c'est une émotion, ou quand je tire un peu plus, c'est une émotion finalement, que c'est un sentiment d'impuissance peut-être, et donc de sentiment de perte de contrôle. Et donc, c'est important. Après, bon, on a parfois des élèves qui sont trop dans l'émotion et du coup, ça les empêche d'être lucides et faire preuve de discernement dans leur relation au cheval aussi. Mais tout est une question d'équilibre. Exactement. Et oui, maintenant, l'enseignant moderne de l'équitation, on va dire, il a besoin d'avoir cette réflexivité, comme tu le dis, hein, de savoir ses schémas, comprendre ses émotions, les besoins qui sont exprimés derrière l'émotion. Une émotion désagréable, un besoin qui n'est pas comblé et qui cherche à être comblé. Une émotion agréable, un besoin qui est comblé. Mais souvent, bon, on s'intéresse à l'émotion quand c'est désagréable. Oui, Et c'est vrai que quand on commence à faire ce lien entre l'émotion et le besoin sous-jacent, déjà, je trouve que c'est très libérateur parce qu'on comprend ce dont on a besoin. Et puis, on peut inviter l'élève ensuite, lui aussi, à s'exprimer. Bon, bah, il y a oui, tel besoin, c'est il y a surtout telle ça en émotion, fait. de quoi tu aurais besoin pour que ça aille mieux, de quoi tu aurais besoin pour te sentir mieux. Finalement, on travaille beaucoup sur le triptyque, l'index de réalité, ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais. C'est trois Ouais. choses qui composent notre réalité de l'instant, quoi. La difficulté, c'est quand un enseignant, il a toujours les mêmes élèves toute l'année et c'est la répétition qui use. Nous, on a de la chance quelque part parce qu'on donne des stages et puis après, l'élève repart chez lui. Mais un enseignant qui doit gérer au quotidien toujours la même personne, là, c'est un vrai défi parce qu'il doit être attentif à ses propres émotions et gérer les émotions de ses élèves. Ou en tout cas aider ses élèves à gérer leurs propres émotions. Je pense que la difficulté de l'enseignement, c'est de la répétition. Oui. Et puis on a tendance en tant qu'humain à poser des étiquettes. Donc sur quelqu'un, on va poser une étiquette de bah, lui il est déterminé, il fait toujours de son mieux, etc. Ou l'autre, bah, bon, il est un peu plus lent, mais plus dans le sens où il va beaucoup remettre les choses en question. Il a besoin de comprendre et de se sentir en sécurité avant de mettre en action. Et puis, parfois, ça peut nous enfermer. C'est vrai que quand on voit des gens toute l'année, on peut Oui, avoir du mal à s'adapter à ce qu'ils nous proposent dans l'instant, à un nouveau personnage, entre guillemets, ou à leurs émotions, leurs énergies du moment, quoi. c'est ça. Faudrait presque les prendre comme une nouvelle personne à chaque fois, sans a priori. Bon, c'est un idéal, mais ça peut donner un cap. Ça peut donner un cadre. Moi, c'est ce que je dis, essayez d'imaginer de temps en temps que l'élève que vous avez là depuis des années, c'est la première fois que vous l'avez. Essayez de changer votre point de vue, changer votre regard, essayez de le voir d'une autre position, d'un autre angle. Et ça, je pense que c'est utile pour les deux, enfin pour les trois d'ailleurs, pour l'élève, pour le cheval et pour l'enseignant, parce que ça peut recréer une dynamique dans la pédagogie, parce qu'on a Carrément. tendance à s'enfermer et à être dans la routine. Et c'est toute une grande, ça demande une grande capacité de sortir de la routine. C'est pas facile. Ça demande à nouveau cette réflexivité, cette capacité à comprendre ce qui se passe dans notre tête, les croyances que l'on peut développer aussi. Et finalement, ça fait penser aux présupposés du coaching, les présupposés selon lesquels le changement est possible à tout moment, les ressources sont à l'intérieur de l'individu. Déjà, ces deux présupposés, c'est chouette de les avoir en tête. Pas rester Oui, figé et enfermer quelqu'un dans l'idée qu'on se fait de lui. Et oui, même c'est si on ça. le formalise pas dans le non-verbal, dans le volume de la voix, le rythme, les mots qu'on va choisir, la sémantique, en fait, on peut l'enfermer en tant qu'enseignant dans un rôle qu'on lui a donné. Hmm, Ouais. tout à fait. Ok. Ah. Oui, tu voulais ajouter? Bah, ça demande de la part de l'enseignant de faire preuve d'imagination et de créativité, et ça demande de la part de l'élève d'être intéressé à changer. Oui. C'est un Et autre présupposé du coaching auquel je c'est pense. ça. Du coup, on peut Voilà. coacher quelqu'un qui a envie d'être coaché. Ouais. Et sinon, bah, c'est pas possible, en fait.
C'est ça, tout à fait. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui se heurtent à des élèves qui n'ont pas tant envie de changer que ça parce qu'ils sont pas si mal comme ils sont. Et Mais oui. bon, après, c'est Dans un ce, autre. dans, on parle aussi pas mal d'ego, hein, quand on vient dans l'approche psychocorporelle ou de biais cognitifs, notamment dans la formation enseignant, là, on en parle pas mal. Et c'est vrai que l'ego, bon, ben, il s'identifie à tout ce qui est le moi. Donc, ce qui est à notre service et ce qui est pas à notre service, ce qui est un peu contre nous. Et du coup, tous nos schémas, il va s'identifier, il va avoir tendance à vouloir préserver cette identité, ce personnage, et pour le pire comme pour le meilleur. Donc, c'est vrai que, ouais, Tout à euh, fait. bouger de ça, c'est difficile, ça demande vraiment une prise de conscience. Mhm. Finalement, j'ai l'impression aussi que, par exemple, moi, je fais dans la formation une initiation à la communication non violente. Toi, je sais que tu parles du test psychométrique MBTI et des préférences comportementales MBTI. J'ai l'impression que pour aller chercher aussi cet enseignement psychocorporel, pour pouvoir responsabiliser ses élèves, s'adapter dans l'instant à eux et à leurs chevaux, il y a des bases de communication interpersonnelle à avoir, savoir Oui, comment s'exprimer, comment faire s'exprimer l'autre. Moi, j'utilise beaucoup l'écoute active, les bases de la communication non violente, le questionnement quintilien, donc où, quoi, quand, où, pourquoi, comment, quand, poser des questions ouvertes. Toi, c'est pour parler du test, par exemple, psychomoteur MBTI, psychométrique MBTI, euh, oui. qu'est-ce que ça apporte dans l'enseignement? Bah, ce que ça apporte, c'est qu'il y a des gens qui, par exemple, vont être plutôt avoir besoin de beaucoup d'informations dans l'explication. Donc, c'est des gens ce on appelle spécifiques. Et si, par exemple, toi, tu es mon élève, tu es très spécifique, tu as besoin de beaucoup de détails, mais que moi, je suis assez global, ben, du coup, pour moi, je vais te donner deux images une image, et puis pour moi, ça suffira. Alors que toi, ça t'aura pas assez nourri. Ouais. Ou inversement. Si moi je suis très beaucoup dans le détail et toi tu as peu besoin d'infos, ben, je peux te noyer dans l'info. Alors après, on n'est pas à 100% l'un ou l'autre. Après, en grandissant et en maturant tout ça, on peut être un peu des deux, mais on a quand même des spécificités. Ou comme quelqu'un qui est plus introverti ou quelqu'un qui est extraverti, à l'extraverti, quand je vais lancer l'exercice, je vais plutôt le challenger en premier. Il va être content et fier de montrer aux autres ce qu'il sait faire. Alors que l'introverti, il préfère parler en dernier, passer en dernier dans la reprise, se faire un peu discret et se faire oublier. Et observer d'abord, souvent aussi, Et ouais. observer, voilà, il n'aime pas être trop exposé. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais les exposer parce que ça peut les faire progresser, mais quand même pas à chaque fois, pas tout le temps. Et puis, il y a des gens qui vont être plutôt dans le très organisés, avec beaucoup de très structurés, où ça va passer plus par le thinking, oui, la pensée, le mental. Puis d'autres qui vont être plutôt dans le feeling. Et du coup, c'est pareil, leur manière d'être et de fonctionner ne sera pas les mêmes. Donc l'enseignant, sachant tout ça, il va pouvoir adapter son discours et mieux se faire comprendre. Et s'il se fait mieux comprendre, ben, l'élève sera plus à même de progresser. Exact. Ouais. Et ça, c'est vrai dans la vie aussi, voilà, dans tous les domaines, hein. En entreprise, ils forment énormément avec ces outils-là Oui, de, de communication interpersonnelle, et c'est vrai qu'on gagne aussi à les appliquer dans nos enseignements pour pouvoir nous adapter. et oui, c'est ça. Ouais. Et puis quel soulagement aussi quand on commence à développer un peu cette intelligence relationnelle, parce qu'en fait on est capable de s'adapter, on est aussi capable de savoir que bah moi je fonctionne comme ça et pas lui, et qu'il n'y a rien de personnel, c'est juste qu'on a deux fonctionnements différents. Ça veut pas dire que ça se passe pas bien, mais ça veut dire qu'on peut communiquer autrement, Tout à fait. parler le même langage. Et c'est vrai que ça peut aussi soulager, parce que sans ces outils-là et ces compréhensions-là, parfois, on a tendance à faire un peu un boulga de voilà, ce que je perçois dans notre communication entre deux et mon identité, la valeur que j'ai dans mon enseignement, alors que souvent, ça se joue tout simplement à une Et petite puis ça, conscience.
Ça évite beaucoup de frustration de la part des élèves, mais aussi, Ouais, puisque là on parle de l'enseignant, ça évite beaucoup de colère et de frustration de la part de l'enseignant, parce que il quand on a comprend quelqu'un mieux. à qui on ne parle pas bien le bon langage, comme si quelqu'un qui est très visuel, par exemple, et nous on parle que kinesthésique, ou enfin que sensation, ou quelqu'un qui est très auditif, et si moi, enseignant, je ne le suis pas, et je lui parle d'image, ça va pas, il va, par politesse, il va dire oui, oui, ok, mais il va pas forcément, mon élève va pas forcément comprendre ce que je lui dis. Donc, au bout d'un moment, il peut y avoir un certain agacement de la part de l'enseignant ou du coach en disant, mais vraiment, celui-là, il comprend rien. Mais en fait, c'est parce que je vais pas parler le bon langage. Donc, tous ces outils de communication, c'est utile pour mieux se faire comprendre et mieux se faire apprendre, mieux apprendre, en fait. Exact. Donc, on Et gagne puis du toutes temps. les techniques d'écoute active aussi, de questionnement, de feedback inductif pour aller questionner l'élève sur ce qu'il a compris, ce qu'il a analysé. Et si on sait ensuite, si on sait faire parler et si on sait écouter, dans les éléments de langage, on peut aussi discerner leurs préférences. Est-ce qu'ils Oui. sont plus dans je pense que, je me dis que, ou je ressens ça, ou alors ouais, je ressens ça dans le corps. Je ressens ça émotionnellement. Petit à petit, en les écoutant vraiment attentivement, on peut aussi discerner leur fonctionnement. Tout à fait. Si tu avais, avant qu'on aille sur la conclusion des bénéfices d'un tel enseignement, si tu voulais résumer là, avec un ou deux éléments clés de ce qu'on vient de se dire pour l'instant, ça serait quoi pour les enseignants qui nous écoutent? Bah, déjà de se former, même s'ils ont leur propre structure, mais ils restent souvent tout seuls dans leur structure ou juste, enfin juste, c'est pas péjoratif, mais être salarié et faire que des heures et des heures d'enseignement. Donc d'aller se former parce que ça régénère la motivation, le désir de transmettre, l'envie de progresser. Donc ça, c'est aller se former, c'est important. Et puis remonter à cheval, parce que les enseignants, ils n'ont plus le temps. Moi, je vois les journées où je monte à cheval et les journées où je ne monte pas à cheval. Et ben, dans les journées quand je ne monte pas à cheval, j'ai beaucoup plus de temps au bureau et dans l'administratif, etc. Et, parce que ça prend du temps de monter à cheval. Par contre, monter à cheval me nourrit et aussi se remettre à la place de l'élève, c'est très important. Donc se former, c'est aussi être élève et se mettre à la place de l'autre, ça permet de se dire, ah bah oui, là, tiens, quand je demande ça et ça à mon cavalier, il comprend pas, il n'y arrive pas avec ce cheval-là, mais moi non plus, j'y arrive pas finalement. Donc je pense que de monter à cheval, c'est la première raison qu'ils ont fait ce métier, c'est la relation au cheval et on la perd progressivement. Ouais. Et puis avoir des objectifs pour soi-même, pas que des objectifs de résultats financiers, mais fixer des objectifs, aller faire tel stage ou telle compète ou telle randonnée, enfin, peu importe, hein, il y a pas des objectifs plus nobles que d'autres. Mais là, on perd, les enseignants, ils tombent trop dans la routine, la fatigue, les soucis et forcément les clients le ressentent. Hein. Ouais. On disait effectivement de remettre, qu'on remettait l'élève au cœur de son processus d'apprentissage avec cette autonomie qu'on lui donne, avec cette posture et voilà cette manière de s'adresser à lui. Euh, mais aussi, on peut se remettre nous-mêmes au centre de notre processus d'enseignement Ah bah et oui, prendre complètement. soin de nous, nous interroger sur nous, notre intention, nos techniques, ce qu'on a envie d'apporter, comment on peut l'apporter, comment on peut le clarifier, l'expliquer aussi avec un peu de leadership. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, ouais, c'est essentiel de lier l'introspection et l'action et que c'est possible de développer une approche holistique, systémique de l'équitation de manière concrète. Avec ce que tu proposes, par exemple, avec l'équitation Alexander, depuis tant d'années, avec la sophrologie appliquée en équitation, il est possible d'avoir un outil qui puisse explorer le triptyque corps, comportement, pensée, émotion, de manière concrète et du coup être capable d'accueillir l'individu dans son entièreté auprès des chevaux, toute son humanité. Et parfois, y compris dans les mots que je donne là, ça peut paraître nébuleux, mais quand on va se former à différents outils, hein, il y a l'Alexander, il y a la sophrologie, il y en a d'autres, c'est possible que ça devienne très concret, très tangible, très actionnable. Ça demande un peu de rigueur, du bien-être, de mettre tout ça en place au quotidien et de se l'approprier. Mais ça peut devenir vraiment une nouvelle réalité de manière très concrète. Ça, c'est ce que j'ai envie de dire aussi. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Si on conclut, Véro, avec voilà les bénéfices
pour l'enseignement d'aller vers cette approche psychocorporelle de son enseignement de l'équitation? Tu dirais que c'est quoi les bénéfices principaux? Ben, c'est mieux vieillir parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont mal partout et qui ont des douleurs et tout ça parce qu'ils ne bougent pas, ils font rien au niveau de leur corporel, à part faire les box ou balayer la cour ou donner du foin. Donc mieux vieillir, mieux durer dans l'enseignement, mais en prenant soin de son corps, mieux gérer ses émotions. Du coup, ça améliore nos relations, notre relation au monde et avec ses clients. Et puis être plus positif et maîtriser un petit peu plus notre dialogue intérieur mental qui souvent nous joue des tours et nous met dans des postures ou des schémas un peu trop figés. Et oui. Et puis en plus, voilà, quand on s'intéresse un peu au fonctionnement du cerveau ou aux neurosciences, on comprend que plus on prend le même chemin mental d'une idée, plus le schéma neuronal est renforcé et plus c'est ce vers quoi on va aller, ce qu'on va penser de manière de plus en plus régulière. Mais c'est possible de développer des nouveaux schémas neuronaux avec cette Oui, neuroplasticité. quel que soit Donc on notre, peut, quel que soit notre âge, c'est jamais trop tard. exact, Moi, par c'est exemple, possible. j'ai 62 ans, je suis beaucoup plus souple aujourd'hui que quand j'avais 20 ans, par exemple. Ouais. A priori, Dans ça le doit être corps et dans l'esprit, j'imagine. oui, j'espère. Non, mais dans le corps, ça c'est sûr, et dans l'esprit, oui, j'essaye de. Oui, c'est ça, c'est de la gymnastique corporelle, elle est importante, mais la gymnastique du cerveau, elle est très importante. Exact. Ouais, Je pense l'esprit que ça, s'entraîne c'est. autant que le corps. Comment? L'esprit s'entraîne autant que le corps. Tout à fait. Et au service de nos chevaux. Ouais. Je vois Et bien puis, les fois où je suis tendue, contrariée, crispée, mes chevaux vont beaucoup moins bien que les jours où j'ai eu des bonnes nouvelles, et qu'il fait beau, qu'il y a une belle lumière et que je me sens bien dans mon corps. Alors à ce moment-là, mon cheval, comme par magie, va bien. et oui. Donc j'ai une responsabilité quand je monte à cheval, j'ai aussi, autant que quand j'enseigne, moi je me dis que j'ai une responsabilité à partir du moment où je suis à cheval, où je suis dans la carrière, j'ai une responsabilité de transmettre des choses agréables aux êtres qui sont autour de moi, humains ou équins. C'est pas toujours facile, mais c'est un de mes objectifs de vie. Mhm. Bah, c'est chouette. Et les bénéfices, ouais, du coup, pour poursuivre, ben, on retrouve bien dans tout ce que tu dis, ce triptyque corps, processus interne, pensée mentale, on peut aussi l'appeler comme ça, et émotion. Et du coup, oui, mieux vieillir aussi mentalement. Je dirais qu'un des bénéfices, c'est aussi en se rapprochant un peu de ses valeurs, en clarifiant sa mission, la manière dont on a envie de servir notre mission en tant qu'enseignant d'équitation, on vieillit mieux mentalement, on a moins de chances de devenir aigri, donc on a plus de chances aussi de se connecter aux autres avec de l'agilité, de comprendre ce qui m'appartient à moi et ce qui appartient à l'autre. Ça, je trouve que c'est un bénéfice extrêmement libérateur. Oui, c'est vrai. Il ouvre aussi énormément le champ empathique, puisque quand je comprends en fait que ce que la personne est en train de dire et de me montrer, ça n'a rien à voir avec moi, mais ça a tout à voir avec elle, ça ouvre quand même un espace d'accueil assez important. Euh, et les bénéfices aussi de cette approche psychocorporelle responsabilisante pour soi en tant qu'enseignant et puis pour le cavalier, c'est un gain de temps dans la progression. On le dit beaucoup hein, dans l'équitation, on gagne du temps à prendre son temps. Et en allant explorer ce psychocorporel du cavalier et de l'enseignant, évidemment, comme base, on gagne du temps dans la progression, l'élève gagne en autonomie, en compréhension de ce qu'il fait, comment il le fait, pourquoi il le fait, quand il doit le faire. Et finalement, on fait des cavaliers aussi qui développent leur confiance parce qu'en fait, ils comprennent ce qu'ils font, pourquoi ils le font et comment eux le font. Et quand on a ensuite des cavaliers qui achètent des chevaux et qui prennent pas des courses tous les jours, évidemment, ben on peut observer des comportements plus adaptés et un meilleur suivi, puisque le cavalier, il va poursuivre aussi en autonomie parce qu'il l'a compris, ce qu'on a vu en cours. Et du coup, ben, à chaque fois qu'on se voit, en fait, il y a un fil directeur. Alors que quand on est dans le truc hyper descendant, hyper donneur d'ordre, il y a un peu moins de chance de cette continuité, je trouve. Tout à fait. Ouais. Et puis pour finir, un bénéfice, prévention des blessures aussi, je trouve. Parce que et du bien-être, cheval cavalier. Oui, Quand on développe cette conscience corps, esprit, émotion, on respecte beaucoup plus notre corps, on le prépare mieux, et puis
comme on ressent mieux et qu'on développe aussi une meilleure ressenti du cheval, petit à petit, on préserve aussi le corps et la santé mentale aussi du cheval. C'est vrai que dans la pratique traditionnelle de l'équitation, on sort du bureau, 8 heures assis, où on a voilà, été assez statique, et hop, on se met à cheval sans échauffement, sans mouvement de préparation. Et là, c'est le cheval qui en pâtit. Et finalement, souvent, j'ai remarqué dans les séances d'adultes, les adultes, ils sont bien quand la séance se termine. Soit c'est parce que c'est des séances trop courtes, 1 heure, mais ils mettent au moins 3 quarts d'heure à se vider de leur tension, à s'échauffer, à s'assouplir. Et ça, c'est au détriment du cheval finalement. Alors qu'on leur enseignerait quelques mouvements avant de monter, ça Ça serait, change tout. ça serait pas inutile pour tout le monde, pour l'enseignant, pour le cavalier, pour le cheval. Ah oui, oui. Et Ça, puis on c'est gagnerait vraiment en efficacité pour avoir le mouvement qu'on veut chez le cheval. tout à Finalement, on fait. doit exiger d'abord chez nous l'attitude mentale et corporelle qu'on a envie de trouver chez le cheval. Ah oui, il faut appliquer d'abord, en fait, il faut appliquer à soi-même ce qu'on demande au cheval, par la visualisation, la disponibilité corporelle, émotionnelle, mentale. Et la même chose chez l'enseignant par rapport à son cavalier et sa Oui, c'est cavalerie. pareil, exactement, tout à fait. Il faut Toujours. qu'il y ait un mimétisme une modélisation qui se fait de toute façon, et autant que la modélisation soit consciente et positive. Exact, ouais. Bon, Ben, bah merci merci beaucoup, Véro. Romain. Bah, avec plaisir, c'était très riche, très chouette. Et Merci beaucoup. ben, on embrasse tous les enseignants qui nous écoutent. Voilà, tout à fait. Et bon enseignement psychocorporel à vous. Bonne aventure. Bonne aventure. Alors pour finir, Véro, quand même, où est-ce qu'on peut trouver tes offres de stage et de formation pour enseignants? On peut trouver sur méthodealexander.com, Mhm. c'est notre site. Et là, il y a toutes les dates des formations. Ok. Bah, moi, pareil, sur romainbamaison.fr. Euh, la date de la formation pour cette année, c'est une rentrée le 17 novembre pour les enseignants. On se voit 5 jours chez toi, dans tes écuries à Vierzon, à la Oui, bidonnerie. tout Cinq à jours en fait. novembre, cinq En jours en région janvier, centre. 5 jours, voilà. 5 jours en février. Yes, avec une super cavalerie, une super salle de formation, un super logement, un très bon traiteur. Voilà. Oui, c'est Donc vrai. c'est les enseignants qui viennent, qui sont venus l'année dernière. Ils m'ont dit, c'est à la fois une formation, à la fois des vacances, déjà parce qu'on commence à 9 heures, et puis Oui, parce que c'est vrai qu'ils prennent soin d'eux aussi. c'est vrai. Bon, C'est bien. ouais. Allez, bah écoute, Eh à bientôt ben, peut-être à alors Véro bientôt, pour un Romain. nouvel épisode. Bye Au bye. revoir. Bye bye.